Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. À l'occasion de la sortie de ses pensées politiques, nous allons évoquer un maître du parti d'en rire, mais qui a toujours œuvré sans parti pris, et cela avec une liberté de ton que fort heureusement vous êtes là pour transmettre. Bonjour Marius Colucci. Bonjour Jacques Pessis. Vous êtes l'un des fils de Coluche. D'ailleurs, vous lui ressemblez physiquement de façon étonnante. Ah oui, alors ça dépend. Il y a différentes étapes. Certaines personnes disent plus mon père, plus ma mère. Quand j'étais plus rond, je ressemblais beaucoup plus à mon père. Alors, il y a ce livre « Ricolez pas, c'est avec votre pognon, on cherche midi » dont on va parler tout à l'heure très longuement. Mais on va d'abord essayer de parler de vous dans une première séquence. Tant pis. Tant pis pour moi et tant pis pour les auditeurs. 14 novembre 2006, première d'une série qui est suivie d'une autre, dont voici le générique. Petit meurtre en famille, petit meurtre d'Agatha Christie. Et vous jouez le rôle de l'inspecteur Émile Lampion. Exactement, avec mon ami Antoine Duléry. Et on s'est bien marré à faire ça. C'était vraiment très sympa. En plus, moi j'aime beaucoup ce genre de littérature, Agatha Christie, Maurice Leblanc, les Conan Doyle et compagnie. Et c'était vraiment très agréable de faire ce personnage et puis ses intrigues, parce que moi j'aime bien ça. Oui, et Agatha Christie était une femme étonnante qui avait beaucoup d'humour. Elle a dit un jour: vous allez comprendre pourquoi je suis aussi vieille et aussi laide, j'ai épousé un archéologue. Elle l'a vraiment dit un jour dans une interview. Alors comment s'est arrivé ce rôle? Parce que c'était pas évident de le décrocher. Alors, au début, très honnêtement, j'ai été un peu parachuté, c'est-à-dire qu'ils cherchaient des noms un petit peu partout, et puis moi, dans les noms jeunes, je revenais, quoi. Oui. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a eu, par exemple, Diziz La Peste, qui faisait un rôle aussi, parce qu'ils avaient besoin d'un black, alors ils ont pris un rappeur. On avait une mannequin pour faire le rôle d'Agatha Christie, parce que je me suis rendu compte en faisant plein qu'Agatha Christie se met systématiquement en scène dans ses livres à travers une adolescente généralement très triste et souvent pleurant. Oui. Et il y a un personnage récurrent vraiment de cette adolescente qui est, je pense, Agatha Christie. Oui, et qui en plus était souvent déprimée, a disparu pendant quelques mois et on n'a jamais su pourquoi. Ah, ça j'ignorais. En 1936, c'était un grand mystère de sa vie. Donc il y a eu 11 épisodes. Votre carrière de comédien, elle a failli commencer avec votre père pour de la figuration dans les films où il a tourné. Oui, alors, j'ai fait un petit peu, en fait, sur un clip. J'ai fait un clip avec mon père et Jean-Baptiste Mondino, où je faisais une petite figure vraiment derrière, quoi. Mais c'était très agréable. Puis il y avait un côté passage de témoin, quoi. J'étais adoubé par mon père. Voilà. Alors, les cours de théâtre, ça a été le début. Pourquoi cette vocation de comédien au lieu d'être un humoriste comme Coluche? Voilà. Parce que je crois que j'ai pas le moteur pour être un humoriste comme Coluche. Il faut une vivacité d'esprit quand même que je suis pas sûr d'avoir. Et comédien, moi déjà, ça me va très bien. Et c'est puis comment? C'est venu déjà parce que je savais que ça existait. Quand j'en ai discuté avec pas mal de potes comédiens, ils se sont rendus compte assez tard que c'était un métier qu'on avait le droit d'exercer. Alors que moi, je savais déjà. Et quand j'étais petit dans la cour de récré, quand on jouait aux cow-boys et les indiens, moi je jouais au comédien qui fait un cow-boy ou un indien, quoi. Et donc j'ai toujours voulu faire ça. Puis ensuite, d'abord il y a eu mon père, et puis il y a ma mère qui m'a emmené beaucoup au théâtre. Donc je me suis rendu compte, je me suis rendu compte de ce que c'était, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc je me suis inscrit au cours Périmonie tout de suite après le lycée, et c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. Et vous aviez un modèle déjà à l'époque, Marius Colucci, c'était Jean-Paul Belmondo. Alors j'aimais beaucoup, oui, ça c'est... comme moi, je suis né en 76, donc au début des années 80, les films de Jean-Paul Belmondo, c'était les films les plus trépidants à regarder pour un enfant de 4-5 ans, quoi. Et oui, moi j'adorais Jean-Paul Belmondo, mais je l'adore toujours, je trouve ça extraordinaire. Il a un jeu qui est à la fois très intérieur, mais en même temps qui sort, qui imprime la pellicule à jamais, et ça c'est tout ce qu'on lui demande. Et ce qui est fou, c'est que la comédie française, quand il a commencé, il était très mauvais, et on lui avait dit: ne fais jamais ce métier de comédien en dehors du théâtre. Parce qu'en fait, Jean-Paul Belmondo, de ce que j'ai pu comprendre, c'est un peu un fou la merde. Oui, je crois. C'est-à-dire que quand il était au conservatoire, justement, les élèves du conservatoire allaient souvent faire de la figuration pour les représentations de la comédie française. Et lui, pendant le Cid, pendant le monologue « Orage au désespoir », au moment où le comédien a dit « Orage », il était monté dans les cintres et il lui a acheté un seau d'eau sur la gueule.
Donc, il a eu la particularité, Belmondo, de se faire virer du conservatoire, mais d'être quand même premier prix et d'être plébiscité par tous les élèves. Donc, voilà, on savait déjà que ça allait être tumultueux. Et il jouait Molière aussi à la Comédie Française, et il sort de scène oubliant qu'il y avait une deuxième partie, parce qu'il n'avait pas répété. Donc c'est Galabru qui est venu le chercher, qui l'a tiré par le col, et il a vu ça répéter les répliques, on lui soufflait les répliques depuis les coulisses. Alors, votre parcours a été très différent, Marius Colucci, c'est un enchaînement de petits rôles. Vous n'avez pas profité de votre père ou de votre nom pour faire ce métier-là. Non, moi j'ai jamais voulu faire ça. C'est quelque chose qui m'a toujours rebuté parce que je vois pas pourquoi, en fait, sous prétexte que j'ai un nom, on ferait plus attention à moi. Alors, j'ai même fait attention à ce qu'on fasse pas trop attention à moi, parce que dès que je fais le moindre rôle, tout le monde veut m'interviewer plus que le premier rôle, des fois, du film que je viens de faire. Donc ça, c'était un peu particulier. Et je me suis toujours comparé avec mes copains qui sortaient de cours, en me disant, bah voilà, eux, ils en sont là, moi, j'en suis là, tout va bien, c'est normal. J'ai essayé de trouver des étalons, quoi. Et vos débuts dans le cinéma, c'est Cher Frangin, de Gérard Mordillas. Oui, alors ça, c'est quand j'étais encore enfant, avec Gérard Mordillas. J'ai fait 2 films avec lui, Cher Frangin et Toujours seul. Et je suis très content. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Gérard Mordillas, qui est très intelligent. J'ai adoré sa série avec Jérôme Le Prieur sur le Christ qu'il a fait sur Arte. C'était fascinant. Et puis alors, il y a quand même un rôle étonnant. Vous avez joué dans Pêcheur d'Islande, d'après le roman de Pierre Véry, de Daniel Vigne. Ça, c'est étonnant. Pierre Loti. Pierre Loti, pardon, oui. Je vous en prie. Et bah oui, et d'ailleurs je joue le rôle d'un personnage qui s'appelle Marius. Alors j'étais très flatté. Bon, alors dès la 2e page, on apprend que le Marius est une force de la nature qui fait 1m80, qu'il est barbu et très sombre. Bon, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais j'étais très content de faire ça. C'était avec Daniel Vigne, et puis il y avait Annie Calade notamment qui faisait ma grand-mère. Il y avait Mathilde Seigné, Stéphane Fraisse, Anthony Delon. Plein de formidables acteurs. Et Pêcheur d'Islande, c'est un classique de la littérature de Pierre Loti, effectivement. Oui. Mais il y a eu plusieurs films. En 1915, un film muet. En 1924, un autre film muet qui marque les débuts de Charles Vanel. Et en 1933, un des premiers films parlants avec Yvette Guilbert qui chantait le fiacre, qui est dans Pêcheur d'Islande. Très bien. Et ensuite, il y a eu Pierre Chandlerfer qui a fait un film avec Charles Vanel et Jean-Claude Pascal. Vous les avez vus, je suppose? Je n'en ai vu aucun. J'ai lu le livre, ce qui était une bonne base, on va dire. Et c'est vrai que Pêcheur d'Islande, c'est aujourd'hui un petit peu suranné peut-être, on en parle moins, mais à cette époque-là, c'était tout le rêve de l'époque du 19, début 20e siècle, de l'exotisme, et Pierre Loti était un des auteurs les plus exotiques français, et c'était bien de faire ça, ouais. Et puis il y a une amie de la famille qui a fait appel à vous, c'est Josiane Balasco, pour dernier appel à la Renaissance. Oui, très gentiment d'ailleurs. C'était une période où je sortais du cours de théâtre, et puis je travaillais pas forcément, et très gentiment, elle m'a pris sur sa pièce, et c'était formidable de travailler avec elle, parce que c'est un monstre de théâtre. Je l'ai vu des fois le samedi après-midi quand le public est crevé, qui sort de table et qu'il n'a qu'une envie, c'est de dormir. Et elle arrive, elle te les attrape par le fond de la culotte et elle les réveille, elle les secoue et tout à coup la salle vit et devient extraordinaire. Elle est vraiment très très forte. Ah, ça, c'est les spectateurs qui dorment. Moi, j'ai un souvenir à Deauville. Robert Manuel de la Comédie Française faisait une conférence. Oui. Et il y avait un monsieur qui dormait au premier rang. À chaque fois, il s'approchait, il hurlait à son oreille et le monsieur se réveillait et se rendormait aussitôt. C'est des scènes qu'on ne peut même pas admettre au cinéma. Bon, et puis il y a la mémoire de Coluche, votre père. Vous aviez 10 ans quand il nous a hélas quittés. Vous l'avez peu connu, mais vous l'avez connu par les séries, par la télévision. Vous avez tout regardé, je crois. Ah oui, et puis pas que la télé, la radio aussi, justement, parce que j'ai écouté aussi toutes les bandes, tous les sketchs. Enfin, tout ce qu'il avait fait, quoi. Alors c'est quand même l'avantage d'avoir un père qui est prolifique, hein, c'est quand il disparaît, au moins il laisse une bonne trace. Et puis moi j'adore la philosophie qu'il amène, quoi, cette façon de voir autrement les choses et de se mettre à la place des autres, et voilà, moi je resterai toujours fan, et je suis très content d'être son fils pour ça, parce que c'est quand même pire qu'un autre, hein. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de lui aujourd'hui sans même l'avoir rencontré. Ben oui, c'est assez rigolo, parce que je me suis amusé à étudier ça. Coluche, aujourd'hui, il a dépassé le simple stade de vedette, et il est en train de devenir une icône. Et effectivement, il y a des gens aujourd'hui, moi je suis stupéfait, il est mort il y a maintenant une 30aine d'années, un peu plus. Il y a des gens de moins de 30 ans qui connaissent
alors qui sont généralement intéressés d'abord par rapport au Resto du Cœur, mais qu'ensuite, par exemple sur les réseaux sociaux, ça pullule de phrases de Coluche, ou alors de phrases attribuées à Coluche qui sont de Churchill, ou l'inverse, de phrases de Churchill attribuées, de Coluche attribuées à Churchill. Et il y en a beaucoup, et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Et ce qui est fou, c'est de voir la façon dont les gens aujourd'hui le traitent. Il y a des gens qui sont limite fanatiques au sens religieux du terme, quoi. Oui, alors moi j'ai eu la chance de le connaître très bien dans mes jeunes années, donc on va en parler ensemble dans quelques instants, avec une autre date importante, le 12 juin 1969. A tout de suite sur Sud Radio avec Marius Colucci pour parler de Coluche. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Marius Colucci. On parle de votre père Coluche. Il y a ce livre Rigolez pas, c'est avec votre pognon sur Cherche Midi, et il y a des dates. Alors vous interrogez sur le 12 juin 1969. Mais oui, je trépigne, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est l'ouverture d'un lieu dont le slogan est c'est sale, c'est moche et dans le vent, au 18 rue d'Odessa. Oui, alors ça, c'est le café de la gare. Exactement. Et je ne sais pas si vous le savez, mais au départ, Coluche entre en scène après les autres, il fait semblant d'être en retard. Vous connaissez l'histoire ? Non. Eh ben, il arrive sur scène, il ne regarde pas le public, il regarde Henri Guibet, son partenaire, et il dit « on m'a attaqué dans le métro », et il commence à lui taper dessus. Et ça dégénère en bagarre générale. Alors, je connais le sketch, mais je ne savais pas que ça datait de cette époque-là. Oui, voilà. Oui. Et Coluche, à l'époque, dans les années 70, c'était cette voix. Alors, figurez-vous, il y a beaucoup de publicité à la télévision, surtout pour la lessive. Vous avez vu, on doit en manger parce qu'ils nous en vendent énormément de lessive. Je ne sais pas si on est peut-être con, je ne sais pas. Alors, vous avez par exemple, madame, oui, je vois que vous avez acheté un baril d'Ariel. En effet, si je vous le reprends et que je vous en donne deux, il n'y a rien d'écrit. Ah ben non. Voilà, ça c'est Coluche populaire. Ce qui est étonnant au Café de la Gare, c'est qu'il y avait le tout Paris en smoking et en robe longue. Et comme il y avait 250 places et 400 personnes, c'est Patrick Devers qui a jugé tout le monde avec un arrosage complet avec un tuyau. Je ne sais pas, vous le savez, le tout Paris a fui à ce soir-là. L'idée du Café de la Gare, c'est Coluche qui l'a eu finalement, Marius Colucci. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est plutôt Romain Bouteille. En fait. Alors, il l'a suggéré à Romain Bouteille lorsqu'il était dans un barman, dans un lieu qui s'appelait La Méthode. Voilà, alors ils travaillaient ensemble à La Méthode, où au départ, effectivement, Michel était barman, et puis en fait, il était très mauvais barman. Oui. Donc petit à petit, il s'est mis à présenter les numéros qui allaient venir. Mais de fil en aiguille, c'est devenu beaucoup plus drôle ce que lui faisait entre les numéros que les numéros. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, il faut qu'on fasse notre truc. Mais je pense que des deux, entre Coluche et Romain Bouteille, Coluche était celui qui avait le plus envie de faire des choses. Mais je crois vraiment que c'est Romain Bouteille qui avait la sagesse et la méthode et qui savait comment faire. Oui, mais la sagesse et la méthode, il a été animateur de radio sur RTL, pour ne pas le citer. Il commençait à en parler quand l'émission était terminée et rien avant. C'est aussi un sacré farfelu, un génie. Et je crois que Coluche, d'ailleurs, s'est beaucoup inspiré et que le déclic de sa carrière, c'est Romain Bouteille. Je pense, et notamment la conscience politique, en fait, je crois qu'elle vient de là. C'est-à-dire que Michel, il venait de la rue, donc il avait des slogans qui venaient de la rue, avec ce bon sens qu'on lui connaît. Et je pense que celui qui lui a expliqué un peu comment marchait la société, c'était Bouteille. Oui, et d'ailleurs, je crois que c'est dans ce café qui s'appelait La Méthode que Michel Colucci est devenu Coluche. Oui, je crois. Parce que c'était imprononçable, Colucci, pour le public. Ah, c'est peut-être pour ça, oui. Puis je pense que lui-même dit que ça sonne comme une maladie. Il y a Coqueluche, Coluche. Il voulait faire un nom bien franchouillard, quoi. Il a réussi. Alors, le rire, c'est depuis l'école primaire, je crois, chez Coluche. Ah oui, il a toujours été, très, de ce que j'en ai entendu, très plaisantant, très rigolant, très vivant. Oui, en même temps, il m'a un jour expliqué comment il avait raté son certificat d'études, brillamment. Alors, comment ? Mais parce qu'en fait, il ne l'a pas raté. Il assurait l'avoir raté. Voilà, il assurait l'avoir raté parce que ça l'arrangeait très bien qu'on pense qu'il n'avait aucune qualification. Mais en fait, il avait le certificat d'études. C'est un peu comme Audiard. Il y avait une espèce de pudeur de ne pas montrer qu'on est instruit. Et à l'époque, d'ailleurs, il travaillait un peu, il réparait des motos. Ah oui, il a tout fait. Ah ça, il a tout fait. Réparer les motos, livrer, faire les marchés, le fleuriste, tout.
Alors, il y a eu aussi ce café de la gare. Je crois, alors, est-ce que c'est Coluche, est-ce que c'est Romain Bouteille? Ils ont découvert au départ une petite annonce où on louait un atelier de réparation de ventilateurs pour un prix modique. Ça, j'ignorais totalement. Et c'est cet atelier qu'ils ont transformé en théâtre. Alors, donc, qui était rue d'Odessa à la Au base, 18. voilà, et qui ensuite a déménagé là où il est encore aujourd'hui, derrière l'hôtel de ville. Voilà. Et ce café de la gare, je crois que tout le monde s'est mis, que ce soit Devers et les autres, à le repeindre entièrement. Ça a été une affaire familiale. C'est ça, mais alors ça, c'est Bouteille qui m'a expliqué ça un jour. C'est-à-dire que Bouteille, il est totalement anarchiste dans le sens où il déteste la hiérarchie. Oui. Donc, il veut pas qu'il y ait de chef. Et ça a toujours été son credo au café de la gare. Il n'y a pas de chef et quand on est sur scène, on fait ce qu'on veut. Et il expliquait très bien que si il avait appelé des comédiens pour dire on va monter un théâtre, mais il faut commencer par les gradins, tous les comédiens auraient dit ah ben non, mais moi je suis comédien, et ils auraient jamais voulu. Le fait de faire un théâtre et les gens qui étaient intéressés, qui venaient dire qu'est-ce que vous faites, bah on fait un théâtre, faut faire les gradins. Les mecs se mettaient à faire les gradins en disant mais moi je sais le faire ça, et du coup ils étaient beaucoup plus motivés et ils ont obtenu beaucoup plus de ces comédiens-là qui sont devenus la troupe originelle. Donc effectivement, Devers, Sautat, Manès. Alors Manès, il n'y était pas au tout début parce qu'il y avait une histoire de coucherie avec Miu Miu et mon père. C'est compliqué. Oui, car Miu Miu qui s'appelait Sylvette, c'est Coluche qui l'a baptisé Miu Miu. Oui. Et je crois que c'est elle qui a trouvé le nom du café de la gare. Ah, bah, c'est bien possible. Et ça, oui, j'ignorais. parce que le café était tout près de la gare Montparnasse. Exactement. Donc c'est devenu le Derrière café de la gare. d'Odessa. Mais il y avait une ambiance familiale. Bon, bah, finalement, les uns couchaient avec les autres, on se disputait. C'était les années 70, Voilà. C'était Woodstock quand même. Mais en même temps, Coluche avait un sale caractère. Parfois, il se fâchait, il se défâchait. Et je pense qu'il se fâchait justement parce qu'il pouvait pas être le chef et que la règle de Bouteille, c'était pas de chef. Voilà. Donc il s'est barré. Il a fait le vrai chic parisien, Oui. avec toute une bande de potes. Alors là encore, il y a que des crétins. Hein. Il y a Giraud, il y a Clavier, il y a que des abrutis. Et au moins, dans cette troupe-là, bah, c'était lui le chef et il pouvait faire ce qu'il voulait. Voilà. Et effectivement, au café de la gare, ça se passait bien certains soirs. Et certains soirs, il venait même pas. Tellement il était fâché contre l'équipe. Oui, bah, il voulait réussir au-delà de ça, quoi. C'était une époque quand même particulière. C'était l'époque des cafés-théâtres où on passait avec le chapeau. C'est-à-dire que l'entrée était gratuite et on payait à la fin. Voilà, alors au Café de la Gare, c'était encore différent. Ils avaient une roue. Donc, ils faisaient tourner la roue. Alors, on pouvait payer de 20 balles à 0, selon la chance ou la pas de chance, quoi. Par contre, ça prenait des heures et des heures. Parce que c'était vraiment très long de faire tourner la roue à tout le monde, au point que Lanvin, qui au départ était pas plus comédien que n'importe qui, vendait des merguez dans la file d'attente, le temps que les gens aillent faire tourner la roue. Et un soir, il y a un comédien qui n'a pas pu venir, et Lanvin, qui était pote avec eux, qui allait voir le spectacle tous les soirs, a dit mais moi je le connais le rôle, et c'est comme ça qu'il a commencé sur scène. Exactement. Et il y avait Renaud aussi, tout jeune, qui était... Oui, qui était dans la bande de copains. Ouais, il y avait une bande, c'était la rive gauche 68 Ardes, enfin non d'ailleurs anti-68 Ardes, mais puis il y avait aussi toute la bande des illustrateurs, les Rézères, les Choron, Cavana... qui ne savait pas qu'elle deviendrait mythique. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'au début, il a chanté à la terrasse des cafés, il a joué à la terrasse des cafés, Coluche, et il faisait la manche accompagné par Xavier Thibault, le fils de Jean-Marc Thibault. Bien sûr. Ils avaient monté un groupe qui s'appelait les Craignos Bobos. Je ne connaissais pas le nom du groupe, mais ensuite Xavier Thibault et son frère et puis toute la bande de musiciens, il y avait notamment Laporte, Jacques Delaporte, voilà, Jacques Delaporte. Ils ont été d'abord le groupe qui suivait Michel pendant les spectacles, et puis ensuite c'est devenu le Grand Orchestre du Splendide. Où Michel Colucci est venu chanter plusieurs notamment. fois. Et son premier fan, je ne sais pas si vous le savez, le premier à avoir cru en Coluche, c'était Georges Moustaki. Oui. Chez Bernadette. Et voilà, il se fréquentait dans les cabarets. D'ailleurs, de cette époque-là, mon frère, en fait, porte la trace, puisque mon frère s'appelle Romain Rufus Joseph. Romain pour Bouteille, Rufus pour Rufus, qui était aussi dans la bande de potes, et Joseph pour Moustaki. Puisqu'il s'appelle Joseph Moustaki. Voilà, il s'appelle Joseph. Il est devenu Georges après avoir vu Georges Brassens. Et dans ce cabaret, qui était un lieu où se retrouvaient tous les malfamés, c'était chez Bernadette, il a permis à Coluche d'avoir une place de plongeur, il n'avait pas un sou. Coluche à l'époque. Oui, bah, il avait pas d'argent. Ma mère me racontait tout le temps que quand il venait aux répétitions, il amenait toujours des croissants, des pains au chocolat, mais en fait, c'était tout l'argent qu'il avait. Et il le donnait gentiment. Et puis, vous avez dit tout à l'heure, tous ces gens qui ne pensaient pas qu'ils deviendraient mythiques, oui. Et je pense qu'ils sont devenus mythiques parce qu'ils n'essayaient pas de l'être. Voilà. Ils essayaient juste d'être authentiques, en fait. Et ils étaient authentiques. Et je crois que même la répétition se déroulait dans une cave
qui est devenu les Bains-Douches, une discothèque parisienne. Ah oui. Il y avait encore beaucoup à cette époque-là de bâtiments qui ne servaient plus, de terrains vagues. Ça a disparu maintenant. On ne peut plus monter un théâtre comme ça en étant une bande de copains. Ça coûte malheureusement beaucoup plus cher. Oui, enfin, il s'est passé encore d'autres choses avec Coluche. On en parle dans quelques instants, avec une date aussi très importante, le 14 septembre 1971. A tout de suite sur Sud Radio avec Marius Colucci pour parler de Coluche. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Marius Colucci. On parle de Coluche, votre père. Il y a ce livre « Rigolez pas, c'est avec votre pognon, on cherche midi », des pensées politiques dont on va parler. Pour l'instant, on revient à une date importante, 14 septembre 1971. Il y a sous l'Olympia une salle qui s'appelle le TTX et Coluche s'y produit pour la première fois. Ah, mais seul. Voilà, en one-man show. C'est les débuts du music hall. Voilà. Et celui qui l'a repéré, c'est Bruno Cocatrix. Ah oui. Qui a créé cette salle, qui est un café, qu'il a transformé. Il a fait une audition de Coluche dans ce qu'il appelait à l'époque le lieu de la production, c'est-à-dire la salle de billard. Et il a dit, je veux vous prendre. Et personne ne croyait en Coluche à l'époque. Et Cocatrix l'a repéré. Et ça a marché. Il y avait eu Mort Schumann avant qu'il avait installé. Et là, Coluche. Comme quoi, il avait l'œil. Et c'est vrai qu'au départ, c'était pas évident, Coluche. Alors au départ, non, c'était pas forcément évident. Déjà, le ton de Coluche n'existait pas à cette époque-là. C'est-à-dire que si on se replonge dans les humoristes des années 70, les grands, c'était Fernand Reynaud ou les Frères Ennemis, par exemple. Moi, j'adore, mais... Et encore, les Frères Ennemis, c'était déjà un peu irrévérencieux, mais c'était très vieille France, finalement, l'humour à cette époque-là. Et c'est Coluche qui a amené le débat politique, le débat social dans les sketchs. Moi, dans mon souvenir, le sketch le plus social que je connaissais d'avant Coluche, c'était justement Fernand Reynaud qui disait « J'aime pas les étrangers, ils viennent manger le pain des Français ». Voilà, il n'y a plus de boulanger dans le notre boulanger, village. Voilà, et formidable ce sketch. Et voilà, c'était le sketch qui dénonçait le plus. Coluche, il est arrivé et il mettait vraiment un coup de frais là-dedans, mais ça se faisait pas tellement en France et tout le monde trouvait ça très grossier ou vulgaire. Il y avait d'ailleurs un débat de savoir est-ce que Coluche était grossier ou vulgaire, lui-même disant qu'il était grossier mais jamais vulgaire, justement. Voilà. Alors, il avait un sens inné de la provocation. Oui, je pense que c'est un sens de la rue, ça. Alors ça, pour le coup, à mon avis, c'est lui qui l'a appris tout seul. Oui. C'est un truc de loupard, quoi. C'était un rital, hein. C'était un gamin de réfugié italien. Il y a qu'à revoir le bouquin de Cavana. C'était les loupards de l'époque, quoi. À Montrouge, il vivait dans la rue avec ses copains. Il a créé ce langage, finalement, ce sens de la provocation. Ah oui, il l'a appris dans la rue, oui, tout à fait. Oui. Et alors, à l'époque, c'était pas évident. Il n'avait pas d'argent. Il dormait chez des copains. Et il lui arrivait même de voler de la nourriture dans des magasins parisiens. Ouais, alors ça, dans les magasins parisiens, il a peut-être fait un petit peu. Une fois, il s'est fait attraper pour vol de poules. Ah bon ? Mais c'est quand il était encore voleur de poules, hein, on se refait pas. C'était quand il était encore jeune, ça. Oui. Il était en classe de mer ou je sais plus quoi. Mais il disait justement qu'il volait pour manger. À l'époque, il n'y avait pas de contrôle. Il n'y avait pas grand-chose. Hein. C'est pour ça que après, quand il a pu avoir le poids médiatique pour mettre en place les Restos du Cœur, il l'a fait parce que pour lui, c'était insupportable que des gens ne puissent pas manger. Oui, et moi, je me souviens de son optimisme total. C'est-à-dire que c'est tout début, c'était juste au moment du TTX, je débutais à RTL, je le croise, et j'ai vu, il avait un plâtre, je crois, c'est plus le bras où il était plâtré, et il avait un optimisme total en disant, ça commence à marcher, je vais y arriver. Il y croyait, Coluche. Oui, il a vraiment toujours voulu y arriver, s'extraire de sa situation, justement. Alors, il y a eu un tournant aussi, c'est Ginette Lacaze. Oui, alors ça, c'est un spectacle qu'il avait fait, justement, je crois que c'était avec le Vrai Chic parisien. Oui. Qui était une espèce de faux opéra rock, une parodie de tous les spectacles rock qui pouvait y avoir à cette époque-là. Et ça, effectivement, il a fait la première partie de Dick Rivers, je crois. À l'Olympia, oui. Hein, voilà. Et ça a marché. Ça a marché. Et c'était un peu son histoire, parce que c'était des jeunes blousons noirs à Montrouge. Oui, c'est ça, oui. Et ce spectacle, on n'a aucune trace à part quelques photos. Si, alors nous, on a récupéré le texte grâce à Mamad, que je salue au passage, qui était une casting de l'époque et qui était dans la bande de copains. Mais ça n'a pas été filmé. Ça n'a pas été filmé, mais il a repris ensuite dans ses sketchs la chanson finale, Je veux rester dans le noir.
Donc il y en a deux qui s'appellent Je veux rester dans le noir. C'est pas celle avec le voyou, c'est celle avec Non, 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 laissez-moi seul, où il fait une parodie de rocker américain, où il se met à parler américain en plein milieu alors qu'il ne parlait pas un mot d'anglais. Et c'est assez drôle. Et il y a eu aussi une autre école importante, l'école du cabaret, ce qu'on appelait le cabaret Rive Gauche à l'époque. Bien sûr, oui. Et il y a eu le Port du Salut, et c'est au Port du Salut qu'il a inventé ce sketch. Oui, non, parce que c'est vrai, parce qu'il y a des mecs, quand, par exemple, si... Non, je dis, par exemple, mais si, quand, c'est quand même, ça dépend des mecs. Parce que, par exemple, parce que... Alors... Ça fait toujours rire 40 ans après. Oui, L'histoire d'un mec. Sans s'en rendre compte, en fait, il maîtrise parfaitement un truc qui est extrêmement dur en comédie, c'est de pas faire grand-chose, de rien faire. Là, par exemple, on a vu Monsieur Fraise faire tout un sketch où il ne dit pas un mot et ça devient désopilant parce qu'il y a une gêne qui se passe avec le public et d'exploiter cette gêne-là, ce qu'on appelle généralement le second rire, c'est extrêmement technique, c'est très compliqué en fait. Alors, au départ, l'histoire d'un mec, c'est un homme qui, au bord de la Seine, attend le passage de ses lunettes tombées dans l'eau de la Loire. Voilà. Ça, on le sait pas, c'est ça. Non, mais c'est ça. Une fois, je me suis rendu compte en réécoutant, étant adolescent, ce sketch, que en fait la blague est assez drôle. Oui. Elle est un peu vieille et Elle est absurde. Elle est absurde, mais moi j'aime beaucoup les blagues absurdes. On parlait de Pierre Dac. Moi, je suis absolument fan de Pierre Dac et de cette absurdité-là. D'ailleurs, j'ai présenté Pierre Dac à Coluche. Ah, vous avez bien fait, Oui, merci. et tous les deux, il y a eu un grand silence tellement ils étaient émus l'un et l'autre. Alors Pierre Dac, dans le genre absurde, il a une rue à Paris, mais c'est un escalier. Oui, je sais. C'était à la marque Colincourt. Et ça a été inauguré un 1er avril par Jean Tibéry, et c'est vrai. Ah, c'est et très personne n'y a cru. Alors, le cachet du Port du Salut, il faut le savoir, c'était un repas. Un repas chaud avec quelques amis. Ce qui était largement suffisant Largement pour Coluche suffisant. à cette époque-là. Oui. Voilà. Alors, en plus, ce qui s'est passé, il doit beaucoup aux élections présidentielles de 74, car ce soir-là, il est bouche-trou à la télévision, Giscard est élu, et on attend Mitterrand, et c'est Coluche qu'on voit. Ah oui, oui. Et donc, il a fait un spectacle... Il a fait un sketch, et le Standard a explosé, et ça a été le début de sa popularité. Je ne sais pas si vous le saviez. Non, j'ignorais. Voilà. Et alors, bien sûr, il y a ceux qui le considèrent comme un extrémiste dangereux. Il y a d'autres qui le considèrent comme le chantre de l'antiracisme. Il y a une sorte de débat qui s'installe autour de Coluche. Ben ça, c'est quand la gloire arrive fort et vite, ça crée un débat de société. Je me rappelle de lui, ce grimant allant sur les Champs-Élysées en caméra cachée, interviewant les gens en disant « Qu'est-ce que vous pensez de Coluche ?» Oui. Alors les gens commencent à dire « Oh non, bah Coluche, c'est pas possible, il est trop grossier. » Et petit à petit, lui se déshabille, il retire son chapeau, ses lunettes, son écharpe. Et donc les types se retrouvent en face de Coluche. Et ils modèrent un peu leur discours jusqu'à finalement dire mais moi j'aime bien, moi il me fait marrer quand même, j'aime bien. Et la salopette est née à ce moment-là d'ailleurs. Oui, Pourquoi oui, la oui. salopette au fait? Ah ben parce qu'il adorait faire les puces où on trouvait plein de différentes sapes et notamment ça c'était les bleus de travail américains des ouvriers américains, ces salopettes là, les Hotchkosh, je crois. Et lui, il vénérait ça parce que c'est la salopette qu'on voit sur Chaplin quand il est ouvrier. C'est un vrai truc de fan des Américains. Mais dans cette génération-là, ils regardaient des westerns tous les week-ends. Ils étaient fous du cinéma américain. Eddie Mitchell, par exemple, le premier, Voilà. qui n'était pas le moindre des potes. Et oui, ils se voyaient souvent, ils ont même passé des vacances ensemble, je crois. Oui, au bout du monde. et notamment Eddie, c'est un des rares qu'on a continué à avoir après la mort de Michel. Et c'est pas si courant. Non, c'est infidèle, je le sais. Alors, il y a bien sûr un tournant dans la vie de Coluche, c'est ce sketch. C'est votre question, monsieur? Alors, est-ce que le schmilblick est-il vert? Non, monsieur, à quoi pensez-vous? Un ver de terre de chez Moulineau. Et voilà, Papy Mougeot. Ça Non, a monsieur. été un phénomène. Candidat On reconnaît aussi la voix de Martin Lamotte. Oui. Et c'est vrai que ça a été un phénomène extraordinaire, ce sketch. Ah bah, c'était une émission extrêmement populaire et donc ça l'a fait accéder à un niveau de public beaucoup plus large, quoi. C'est lui qui a eu l'idée de ce sketch. Ah, ça m'étonne pas. Voilà. Ça, c'est certain, c'est personne d'autre. Ça m'étonne Mais pas. il faut savoir aussi que ce sketch, on parle de Guy Lux, mais l'idée du schmilblick, qui s'appelait au départ L'objet mystérieux et la chose, c'est Jacques-Antoine, qui était le producteur de Fort Boyard et autres, qui a trouvé le jeu, qui a eu l'idée de demander à Pierre Dac le titre du schmilblick, car il lui appartenait, car il aimait Pierre Dac. Et ensuite, Guy Lux a été le présentateur. Oui, il faut oui. remettre les choses à leur Bien sûr, place. bien sûr. C'est pour ça qu'il se moque de Guy Lux. Et puis il y avait Zitrone aussi.
Il n'était pas sur le Schmilblick Non, Zitrone? non, il était sur Interville. Oui, il était sur En Interville, revanche, excusez-moi. Il y a un clip du sketch. Mais il avait fait aussi une imitation de Zitrone, hein, où Oui. il commence à faire une procession religieuse qui finit en tiercé. Exactement, oui. C'était un classique. Zitrone présentait les deux, faut préciser pour ceux qui savent pas. Oui. C'était le Stéphane Bern de l'époque et il faisait à la fois le turf et à la fois les têtes couronnées. Oui, à condition qu'on lui donne un peu d'argent. Mais c'était Ça un c'est autre problème. possible. Ça. Alors, qu'on ne sait pas toujours, c'est que le sketch du Schmilblick qu'on voit à la télévision, il a été tourné devant le seul public disponible ce jour-là. C'était une chorale polonaise en répétition dans un studio voisin. Vous le saviez? Non mais ça m'étonne pas parce que c'est des choses qui arrivent. Quand on a fait ça devait être la 2e ou 3e émission des Enfoirés, Oui. et il n'y avait pas un chat, il n'y avait plus Michel pour rameuter les vedettes, et donc c'est Higelin qui est venu amicalement, très chevaleresquement comme il savait le faire, sauver le truc, et on était au Petit Palais et il n'y avait pas un chat. On était obligé, ma mère allait dans la rue dire mais il y a un concert gratuit d'Higelin, c'est juste là, venez. Et les gens voulaient pas venir, et donc on avait 50 personnes qu'on déplaçait de gradin en gradin pour faire croire qu'il y avait beaucoup de public. Alors, il y a la télévision et la radio aussi. Alors là, ça a été un parcours du combattant, si j'ose dire. Bon, il y a eu d'abord Midi Première, qu'il avait rebaptisé Midi Crémière, d'ailleurs, avec Daniel Gilbert. Voilà, et c'était Daniel Gilbert. J'ai encore vu un extrait de Midi Première la dernière fois où elle accueille le premier groupe de Jean-Jacques Goldman qui s'appelait Tai Fung. Oui. Et il y avait un des musiciens qui était vietnamien et elle les présente comme des japonais. Alors pour prendre Goldman pour un japonais, quand même, faut en tenir une couche. Voilà. Bon, ça n'a pas tenu longtemps. Je crois qu'à la 5e émission, il a attaqué Raymond Marcellin, qui était ministre, et ça a été dehors, hein, Coluche. Oui, voilà. Il fallait pas trop le laisser sur un plateau avec des politiques. D'ailleurs, ça a un peu enchaîné sa carrière parce que c'est en fait pour ça qu'il s'est présenté aux élections présidentielles, parce qu'il avait marre qu'on le censure. Il s'est dit, si je suis candidat, on pourra plus me censurer. Exactement. Et puis il y a eu Radio Monte Carlo, je suis témoin, là, j'étais à l'époque, oui. où il a fait 5 jours, le 5e émission, il dit est-ce que tu as vu Monte Caroline Est-ce que tu as vu Monte Carlo? Non, j'ai vu Monte Caroline. Voilà. Ça a été la porte directement. Voilà, il s'est fait virer d'une autre parce qu'il y avait eu un changement de pape. On lui a dit surtout pas de blague sur le pape. Et c'est la première qu'il a faite. Oui. Je sais plus quelle radio c'était. Mais oui, il a fait beaucoup de radios. C'était les radios libres à l'époque. Oui. Hein. Il y avait tout le début des nouvelles radios. Oui. D'ailleurs, il a été à RMC un peu pour être la vedette, pour lancer la station. Oui, pour relancer l'audience. Voilà. Il a éjecté dehors. Et puis après, il a fait Europe 1. Alors, à Europe 1, il a fait leurs belles années pendant, je ne sais pas combien de temps il y est resté, du Et reste. puis, les Restos du Cœur sont nés là sur un... sont nés sur Europe 1. Alors, ça, C'était un appel d'un auditeur. Et mais le déclic, je crois qu'il l'avait déjà eu, Coluche. oh, ça m'étonnerait pas, parce que on a toujours l'impression qu'il disait les choses totalement improvisées, mais il travaillait beaucoup en amont. Je pense qu'il réfléchissait à plein de trucs. Ouais. Et il ne pensait pas que les Restos du Cœur dureraient aussi longtemps. Non, ça, il pensait pas. Il pensait faire un coup, une fois. Mais comme il y avait eu tous les groupes qui s'étaient réunis, par exemple, pour l'apartheid, pour différentes causes, lui, il pensait faire un coup à un moment pour faire de la pub à la misère. Mais il pensait pas que ça continuerait. Et je pense que sa mort a fait que ça a continué parce que les gens ont voulu continuer son combat. Exactement. Et son combat, il était politique. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 17 octobre 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Marius Colucci. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Marius Colucci, 17 octobre 2019, sortie de Rigolez pas, vous avez du mal avec ce titre. Hein. Rigolez pas, c'est avec votre pognon, on cherche midi, qui est un recueil des pensées politiques de Coluche. Voilà. Et ce recueil, vous y tenez particulièrement parce que ça montre la vraie facette de Coluche. Alors, la vraie facette de Coluche, je ne sais pas, mais en tout cas, une facette de Coluche qui était assez importante et qui était finalement sa facette la plus novatrice, qui était le côté politique. C'est lui qui a amené l'humour politique en France, qui existait déjà aux États-Unis, par exemple, mais qui n'était pas très répandu en France. Nous, on avait les chansonniers, nous, c'était pas la même chose. Oui. C'était très bien du reste, mais c'était pas la même chose. Et à partir de Coluche, il s'est mis à taper sur la politique et il a donné un peu aux Français une conscience politique. Guy Bedos, d'ailleurs, qui s'en cache pas, dit à partir de ce moment-là, c'est Coluche qui a raison, faut parler de politique, et c'est là qu'il se met aussi à faire des sketchs politiques, alors qu'avant c'était le pinceau japonais, qui peut être très drôle effectivement, moi j'adorais le sketch
du slow, Oui. avec Sophie Sophie Daumier, Daumier, oui. c'était formidable. Et voilà, et après, beaucoup sont passés à taper un peu plus sur la politique, et Coluche, c'était le pionnier là-dedans, et il avait une vision qui était quand même très dépoussiérante, qui a fait beaucoup de bien, et qui, je pense, a fait un peu avancer l'opinion politique française. Et aujourd'hui, quand on voit le climat politique français, on entend beaucoup parler de Coluche, et c'est pas étonnant. Alors, ce livre, rigolez pas, c'est avec votre pognon. Il est composé de phrases qui viennent de ces spectacles, de la télévision, de la radio, et des Voilà. phrases qui sont toujours d'actualité. J'en prends une au milieu. Avec la retraite, les gens ont assez de fric pour vivre peinard jusqu'à la fin de leur jour, sauf s'ils veulent acheter quelque chose. Voilà. On est totalement dans l'actualité. Mais oui, parce que je crois que la misère, malheureusement, date pas d'hier. Voilà. Et Et c'est vrai qu'en plus, il a innové et inventé. Il a deviné ce qui allait se passer. je sais pas s'il a deviné est-ce qu'il se passait pas déjà ça à son époque, en fait, mais qu'on le disait moins. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup plus les choses, et on se rend plus compte de cette misère, mais je crois que de tout temps, elle a existé. Je sais pas si ça s'est empiré ou si juste on le dit plus. Je sais pas vraiment. Alors, ce qui est étonnant dans ce livre, quand on le lit dans le moindre détail, ce que je conseille à celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'on se dit, mais est-ce qu'on pourrait dire ça aujourd'hui, Marius Colucci? Bon, ça, c'est toujours. Il faut le dire de la bonne manière. Coluche, il avait cet enthousiasme qui faisait sauter les gonds et qui permettait d'ouvrir toutes les portes. Il faut le dire d'une certaine manière. Il y a des humoristes aujourd'hui comme Blanche Gardin ou Gaspard Proust qui ont un style et qui disent des trucs qui sont des fois très crus, mais ils l'amènent bien. Et puis, il y en a des plus maladroits qui, eux, essayent de faire des discours politiques, mais ils l'amènent mal et ça passe mal. Oui, quand il parle de la retraite à 60 ans, il dit sauf pour Mitterrand ou Reagan. C'est vrai qu'ils ont été élus après 60 ans. Ah oui. C'était un truc d'avant, ça. Les hommes politiques devaient être vieux pour être sages. Ça a changé un peu, je crois. Et quand on lit ce livre, on s'aperçoit de la logique de Coluche, car tout ce qu'il raconte, même de subversif, est très logique. Oui, c'est-à-dire qu'il aurait pu le dire. C'est pas lui qui était subversif, c'est le système. Et lui, il faisait que montrer les paradoxes du système, finalement, de dire ça, c'est pas normal, ça va pas. Et c'est pas tellement plus subversif aujourd'hui qu'hier. Ça reste. Et d'ailleurs, ça a plu parce que c'était une vérité. Oui, d'ailleurs, il le précise en disant la France, comme elle est, c'est pas plus mal que si c'était pire. Que si c'était pire. Ce qui est effectivement le monde d'aujourd'hui. Ah oui. Mais ça, encore une fois, je pense que la misère est malheureusement universelle. Il y a un autre truc très intéressant dans le livre, c'est la conférence qu'il a fait. J'allais vous en parler au Grand Orient de France. Ça ne m'étonne pas, chez les francs-maçons. Ça, c'est étonnant. Pourquoi ? Eh ben parce que les francs-maçons étaient fascinés par la création des Restos du Cœur. Parce qu'il avait vraiment braqué les médias pour se les mettre tous dans la poche et forcer les hommes politiques à faire des promesses. Et ce qui généralement ne servait qu'en période électorale. D'ailleurs, dans la conférence, il dit qu'il a lancé donc lui les Restos du Cœur l'hiver 85. Et il y avait des législatives en 86. Et il dit, c'est dommage en fait, si je l'avais fait en 86, avec les législatives et le jeu politique, j'aurais eu beaucoup plus. Mais les francs-maçons, ça les intéressait, voilà, de comprendre comment ce type, sans appui, sorti de nulle part et juste avec un micro, avait fait quelque chose que eux ne faisaient pas, par exemple. Exactement. Et il y a le texte intégral, d'ailleurs, qui est passionnant dedans. Ouais, et qui est puis, il y intéressant. a cette candidature à l'élection présidentielle dont on parlait. Il l'annonce le 11 octobre 1980. Il est alors persuadé que Giscard va être élu et que la gauche est foutue. Oui, bah ça, tout le monde, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand finalement il y a eu le résultat des élections, alors c'était une image numérique qui apparaissait petit à petit en partant du bas, et non, du haut d'ailleurs. Et au départ, on a vu le crâne dégarni, tout le monde pensait que c'était Giscard, et quand on s'est rendu compte que c'était Mitterrand, mais je pense que la France entière, chacun chez soi, a été choqué, il s'y attendait pas du tout.
Et d'ailleurs, beaucoup disent que c'était que Coluche a influencé pour que ce soit finalement la gauche qui passe. Mais finalement, l'erreur politique, c'est Giscard qui l'a faite en disant c'est les jeunes qui vont voter. Il avait fait passer le droit de vote à 18 ans, étant persuadé que comme il était plus jeune, ils allaient voter pour lui. Et en fait, les jeunes sont majoritairement de gauche. Alors, ce qui est étonnant avec Coluche, c'est qu'au départ, c'était un canular. Il appelait ça une plaisanterie à caractère social. Sa devise, c'était un pour tous, tous pourris. Voilà. Et il avait 2% des voix. Et c'est monté. Et ça a commencé à créer un véritable problème aux hommes politiques, Marius Colucci. Ben oui, parce que c'était jamais arrivé en France. Et tout à coup, comme il le disait, d'ailleurs, c'est dans le livre, Coluche, c'est comme une boîte qui résonne. On crie dedans et ça résonne. Et il le dit beaucoup mieux que moi, hein, je vous rassure. Et ça, effectivement, ça a plu au public, aux Français, quoi, de pouvoir un peu parler de leur mécontentement. Et l'appel qu'il a fait, où il appelle les crasseux, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, tous ces gens-là, tous ces abstentionnistes, c'était un vrai bon calcul, quoi. Oui, et moi je me souviens avoir vu le spectacle avec dans la salle, quand il rentrait en scène, 700 personnes criaient au gymnase Coluche président. et ça aurait pu marcher car c'était un défouloir, mais ça lui a fait peur à un moment. Surtout, en fait, ça n'a pas marché parce que, comme on le disait tout à l'heure, lui, ce qu'il voulait, c'est ne plus être censuré et pouvoir dire ce qu'il voulait, parce que finalement, ce qu'il avait à dire était souvent plus vrai que ce que disaient certains hommes politiques qui mentaient quand même à tour de bras. Et donc, lui, ça l'énervait. Il voulait casser ce truc-là. C'est pour ça qu'il s'est présenté en se disant « on me censurera plus ». Et en fait, on l'a beaucoup plus censuré justement parce qu'il s'attaquait à la politique et c'était la poule aux œufs d'or, quoi. Et dans ce livre, rigolez pas, c'est avec votre pognon, il y a cette formule, il vaut mieux voter pour un couillon comme moi que pour quelqu'un qui vous prend pour un couillon. Voilà. C'est assez juste. Et bon, ça, par contre, on a toujours du mal avec les promesses électorales et les discours électoraux sont toujours très alléchants, mais un peu trop polis pour être honnête. Oui, ça n'a pas changé depuis 1980. Et puis, il y a un événement très important. On écoute un extrait de ce qui s'est passé ce jour-là. Notre mariage est bidon. Nous n'avons pas peur de le dire, nous. Et nous n'espérons pas avoir beaucoup d'enfants, mais beaucoup d'articles et de photos dans vos journaux. Thierry Leluron a épousé Coluche. C'était 2 jours avant le mariage d'Yves Mourouzi. Voilà, c'est pour ça qu'il précise beaucoup que notre mariage, que Thierry, Michel, à un moment, il dit Thierry, c'est un nom dont on se rappelle facilement, c'est pas comme Véronique. Alors moi, en revoyant les images, ça m'avait choqué parce que ma mère s'appelle Véronique. Non, c'était pour Véronique Mourouzi. Oui, en fait, j'étais fâché avec Mourouzi, le Luron, pour des tas de raisons. Et donc, il se mariait 2 jours plus tard à la Feria de Nîmes. Il avait profité de ça. Et il avait décidé d'épouser Coluche. L'idée était née un soir quand ils dînaient ensemble chez Castel. Ah, mais c'était très improvisé, je crois, ça, pour le coup. Parce que oui. Nous-mêmes n'étions pas au courant. Moi, je l'ai découvert à la télé en rentrant de l'école. Ah, mais moi j'étais à la cérémonie. Ah, mais ça m'étonne pas. Il y avait Barclay déguisé en femme, il y avait Carlos en bébé qui criait le Luron, maman, présente-moi mon nouveau papa. Et il y a eu un défilé en carrosse avec des motards derrière et les travestis de chez Michou de Montmartre aux Champs-Élysées, avec une dame qui est sortie de son immeuble en chaussons et qui a suivi le cortège jusqu'aux Champs-Élysées. C'est le dernier canular du siècle finalement. C'était un peu, oui, c'était un très bon canular. Et puis. C'était pas mal, hein, finalement. Si aujourd'hui on peut parler de mariage pour tous, c'est parce que il y a 2 crétins qui se sont mariés officiellement et devant moult médias à cette époque-là. Alors il y a aussi la maison de la rue Gazan, qui était votre maison, celle de votre frère, de votre mère. Et je suis allé plusieurs fois, mais il y avait des tas de gens tous les soirs là-bas. C'était étonnant. Oui. Mon père, il adorait faire la fête tout le temps parce que sinon il s'ennuyait, je pense. Et donc il faisait des fêtes. Mais démesuré, c'est-à-dire que la dernière fois, je sais plus qui m'a dit, moi j'allais aux fêtes de chez ton père, et je lui ai répondu oui, il y avait Mick Jagger aussi. Hein. Oui. Une fois, il y a eu l'anniversaire de Claude Berry, et il se trouve que les Stones étaient là et qu'ils fêtaient leur anniversaire le même jour, donc ils sont venus fêter leur anniversaire chez Coluche. Donc il y avait vraiment tout le monde, quoi. Il y avait tout Paris, c'était des fêtes extraordinaires, énormes. On passait à n'importe quelle heure. Il y avait, dans mon souvenir, une salle à manger qui était comme un vieux bistrot, un décor de vieux bistrot. Voilà, oui, avec des banquettes en velours vert. Voilà. Et il y avait aussi une salle de jeu avec un vrai flipper, un vrai flipper, une piscine.
dans laquelle il y a eu beaucoup de débordements et notamment alimentaires malheureusement. Et oui, c'était une maison qui était faite pour faire la fête, quoi. Et il y avait aussi ces chambres destinées aux amis qui ne pouvaient pas repartir pour avoir trop mangé ou trop bu ou trop fumé. Voilà, ou rencontrer quelqu'un de saillant pendant la soirée. Et parmi les amis, il y a Lanvin notamment qui a vécu à la maison pendant assez longtemps. Alors Lanvin, il ramenait une nouvelle fille chaque semaine. Oui. Et alors moi, je retenais vachement bien les prénoms, mais mon frère pas. Oui. Donc il disait bonjour Sylvie. Ah non. Et moi je disais ben non, c'est pas Sylvie, ça c'est Claudine. Et je me rappelais vachement bien de tous les prénoms. Et grandir dans cet univers, pour vous, ça n'a pas été trop difficile, Marius Colucci? Non, c'était rigolo. C'était plutôt la fête tout le temps. Moi, de toute manière, je dormais tout en haut. Il y avait plusieurs niveaux. Il y avait 3 niveaux dans la maison, donc je dormais en haut. J'étais pas trop dérangé. Puis je me faufilais assez volontiers dans l'escalier pour essayer d'attraper des bribes. Mais c'est un peu pour ça que ma mère a quitté mon père, c'est qu'elle en pouvait plus de la fête tous les soirs. Voilà. Et vous, la mémoire de Coluche avec votre frère, vous la défendez aujourd'hui et demain, parce que finalement, la postérité de Coluche, elle va continuer. Est-ce qu'il n'aurait jamais imaginé? Ah oui, alors il disait un truc un peu comme ça. Quand on lui disait qu'il avait du génie, il disait non, le génie c'est seulement après la mort. Pour l'instant, j'ai encore du talent. Oui. Et donc, je sais pas s'il le voyait venir. Je pense que, comme on le disait tout à l'heure, que lui, il était authentique et il cherchait pas ça. Il était content de vivre au maximum ce que lui, il faisait marrer. Après, effectivement, il est devenu culte et même presque au-delà, et on continue à faire beaucoup vivre sa mémoire et puis son combat à travers les Restos du Cœur notamment. Donc oui, c'est sûr que on en a encore pour quelques années de Coluche. C'est vrai que depuis la disparition de Véronique, qui a beaucoup fait pour les Restos du Cœur, c'est vous, Marius, et votre frère, qui avez repris tout en main. Oula, et sans compter les 70 000 bénévoles, évidemment, qui font ça depuis bien plus longtemps que nous et bien mieux que nous. Mais c'est pas mal d'avoir effectivement de la famille de Coluche pour faire attention un petit peu au ton. Parce que Coluche, il a un truc, c'est qu'il s'est jamais plaint, il s'est jamais apitoyé sur son sort, et il a toujours obtenu de l'argent avec de la joie de vivre et du bon sens. Et ça, c'est un esprit qu'il faut pas perdre, parce que je voudrais pas que les Restos du Cœur deviennent un truc larmoyant où on sort les violons pour vous dire regardez, c'est terrible, il faut donner. Moi, j'ai l'impression de voler l'argent quand je fais ça. Donc, je préfère dire regardez, on s'amuse tous et merci, c'est grâce à vous. Et ça, voilà, pour moi, c'est un peu un des messages de Coluche. En tout cas, c'est pas de l'argent volé que de lire et d'acheter. Rigolez pas, c'est avec votre pognon au Cherche Midi, qui est un recueil d'actualités, de pensées politiques qu'il faut garder pour l'année 2020. Je vous remercie. Merci en tout cas, Marius Colucci. Continue à défendre le cher Coluche. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaie, et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci. Merci Jacques, au revoir. À demain. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.